Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. À la une ce soir, un mois de mai très compliqué pour Emmanuel Macron. La SNCF, les universités, Air France, le président réforme, mais il n'éteint pas les contestations. Et puis il y a le dossier iranien, le dossier européen. Bref, est-ce que ce mois de mai n'est pas celui de tous les dangers pour le président de la République, qui par ailleurs se repose au fort de Brégançon? On en parle dans un instant avec mes invités. Et puis ce matin, le centre d'examen d'Arcueil a été bloqué par des manifestants. Les examens reportés si dédiés, est-ce un échec pour le gouvernement? Est-ce que les étudiants pourront passer leurs examens et quand? Réponse avec mon invité, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Les syndicats étudiants, eux, sont divisés, tant d'ailleurs sur la réforme que sur les blocages. Qui a tort? Qui a raison? C'est le thème de notre débat ce soir. Face à face, les deux principaux syndicats étudiants, la FAGE et l'UNEF. Mais d'abord, le journal avec vous, Céline Pitlet. Bonsoir. Des soupçons d'agression sexuelle sur le tournage de Koh-Lanta. Oui, le tournage de la 19e édition du jeu d'aventure diffusé sur TF1 a été interrompu après les accusations d'une candidate envers un autre candidat. Nicolas Flon, Adélaïde Mangin. Venture Line Productions a apporté les premières explications à l'arrêt brutal du tournage. Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage, une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné. Pour Alexia Laroche-Joubert, les conditions de réalisation n'étaient plus suffisamment sereines. En concertation avec les équipes sur place, la société de production a donc choisi d'annuler le tournage de l'émission. Une décision sage pour TF1, dont Koh-Lanta est l'un des programmes phares. TF1 prend acte de cette décision qu'elle estime prudente, responsable et conforme aux valeurs de Koh-Lanta. Wendy, ancienne candidate vainqueur de Koh-Lanta, évoque un drame collectif. Si c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est un peu incompréhensible et surtout vraiment honteux, mais un peu en promiscuité. Il faut apprendre à cohabiter tous ensemble. Après, il faut garder le respect et puis on est avant tout des aventuriers. Il n'y a pas de jeu de séduction ni de couples qui sont sur le jeu, du moins. Donc voilà, tout le monde se respecte. On est là pour un jeu, pour aller le plus loin possible, mais toujours dans le respect. Ce n'est pas la première fois que le tournage du jeu lancé en 2001 est annulé. En 2013, la 13e édition de Koh-Lanta au Cambodge avait été suspendue à cause du décès d'un candidat. Si le tournage ne reprendra pas, la société de production n'exclut pas d'autres réalisations dans le futur. 7 jeunes enfants infectés par des reblochons vendus chez Leclerc. Ils ont entre 1 an et demi et 3 ans. Les supermarchés ont annoncé le rappel des fromages infectés par la bactérie E. coli, des reblochons de la marque Nos Régions ou du Talent. Un numéro vert pour tout renseignement, 0800 011 100. Des étudiants privés de partiels. Oui, au moins une centaine d'opposants à la réforme de l'université ont empêché ce matin des étudiants de Nanterre de passer leurs examens de droit. Les épreuves avaient été délocalisées à Arcueil. Cette opération des bloqueurs entraîne le report des examens qui étaient prévus aujourd'hui et demain. Nicolas Delabarrère avec Jean-Baptiste Gradiani. À l'aide de leurs boucliers, les policiers repoussent les bloqueurs. Ce matin, plusieurs centaines d'étudiants de Nanterre se sont rassemblés devant la maison des examens d'Arcueil pour empêcher la tenue des partiels. Les partiels délocalisés n'auront pas lieu. Notre grève, elle continue, dure, ferme. On a voté en Assemblée Générale l'annulation de ce partiel, la validation automatique pour que les étudiants ne soient pas pénalisés. Aujourd'hui, tenir les partiels, demander aux étudiants de composer, de se mettre à réviser alors qu'il y a des manifestations de masse, alors qu'il y a des Assemblées Générales, alors qu'il y a une grève en cours, que la fac est totalement bloquée depuis 3 semaines, ce n'est pas possible. À leur côté, des postiers et des cheminots venus en soutien. Au fur et à mesure de nos grèves, on a tissé des liens avec les étudiants, avec les cheminots. Le blocage de la fac a été voté ultra majoritairement à Nanterre. Par ce biais-là, ils s'attaquent pour nous au droit de grève. Conséquence, les étudiants qui devaient commencer leurs épreuves à 9h se sont retrouvés dans l'impossibilité d'accéder au site. Je suis sortie de la station de RER, je me suis fait gazer d'un coup, vraiment j'étais vraiment décontenancée, donc ouais, c'est pas du tout des bonnes conditions, j'espère que ce sera pris en compte dans la correction. J'ai passé une nuit blanche à réviser, mais vraiment quand j'ai une nuit blanche, c'est toute la nuit à réviser. Moi personnellement, j'ai pas trop envie de passer un partiel dans ces conditions-là. Je veux dire, les yeux qui piquent, le gaz plein encore l'étourdie. Vous pouvez pas me donner un sujet de 3 heures sur lequel je vais pouvoir me concentrer amplement quand je sais ce qui se passe derrière.
L'université de Nanterre a d'ores et déjà annoncé que les examens prévus aujourd'hui et demain sont annulés. Des échanges constructifs, ce sont les mots de l'UNSA Ferroviaire reçus ce matin par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. L'UNSA et la CFDT ont présenté à la ministre leurs amendements à la réforme de la SNCF qui sera discutée à la fin du mois au Sénat. Prochaine mobilisation des cheminots dimanche et lundi. D'ailleurs, le 14 mai, les syndicats appellent une journée sans cheminots. Comment cela risque-t-il d'impacter le trafic? La réponse de Mathias Vichra, directeur général adjoint du groupe SNCF, invité d'Olivier Truchot tout à l'heure. Depuis le début de la grève, on est passé en gros de 36% de grévistes à 14% de grévistes. Donc il y a une baisse continue du nombre de grévistes. Donc ça devrait encore se manifester pour la journée de dimanche. En revanche, pour la journée de lundi, il y aura sans doute une mobilisation particulière, donc avec plus de mobilisation, on aura les chiffres dimanche et on pourra donner des messages à nos clients en fonction des chiffres que l'on aura reçus. Il y a eu un appel, vous savez, à la journée sans cheminots, c'est-à-dire sans SANS, c'est-à-dire une journée de mobilisation particulière avec une mobilisation des organisations syndicales. Donc on aura sans doute un pic de mobilisation pour lundi par rapport à dimanche. 7e vendredi de manifestation à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Les Palestiniens réclament le droit à retourner sur leur terre. Un Palestinien a trouvé la mort aujourd'hui, tué par des tirs de soldats israéliens. 53e mort depuis le 30 mars. La météo demain matin. De la pluie sur la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de Loire et la Normandie. Ailleurs, des nuages et quelques éclaircies. Les températures demain matin de 4 à Brest jusqu'à 15 à Nice. En mai, Emmanuel Macron ne fait pas ce qui lui plaît. Il y a les universités, il y a la SNCF, il y a Air France et je ne parle pas des dossiers iraniens européens. Est-ce que ce mois de mai est le mois de tous les dangers pour le président de la République, dont on a appris qu'il se reposait pour quelques jours au fort de Brégançon? Eh bien, on en parle ce soir pour essayer de comprendre avec mes invités. Laurence Sallier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du parti Les Républicains. Paco Morupin, bonsoir. Vous êtes vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et député de Paris. Judith Weintraub, qu'on ne présente plus, reporter politique au Figaro Magazine. Et Thomas Porcher, économiste, membre des économistes atterrés et auteur de ce traité d'économie hérétique aux éditions Fayard. Alors, vous avez forcément vu, Laurence Sallier, ce qui s'est passé ce matin. Est-ce que cette scène est logique? Comment le gouvernement n'a-t-il pas pu anticiper ce qui s'est passé dans ces universités? C'est la question qu'on se pose. On condamne effectivement le blocage qui est totalement égoïste, notamment par rapport à tous ces élèves qui n'ont pas pu passer leur examen. Mais on se pose aussi la question de l'autorité de l'État, car ce blocage était prévu depuis plusieurs jours. Il y a eu un appel encore hier et je ne comprends pas, nous ne comprenons pas comment nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui d'arrêter 100 élèves et de permettre à ces étudiants de passer leur examen. Mais selon vous, c'est la faute à qui? C'est la faute au ministère de l'Intérieur qui n'a pas été capable d'assurer l'ordre? C'est la faute de la ministre de l'Enseignement supérieur? J'ai l'impression qu'il y a toujours un problème d'anticipation. On l'a vu au 1er mai. Mais la faute à qui concrètement? La faute au ministre en charge de la sécurité des Français. Il me semble que c'est le ministre de l'Intérieur, notamment. Mais comment on peut aujourd'hui se laisser dépasser par 100 étudiants? C'est très inquiétant et je pense que c'est un mauvais message qu'on passe, notamment à tous ces jeunes, parce qu'on leur montre effectivement que l'État recule. Paco Morupin, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose depuis ce matin. Au fond, ces blocages d'examen, ils étaient prévus depuis la dernière Assemblée générale à Nanterre. Le président de l'université choisit de délocaliser les examens et ces examens sont empêchés quand même. C'est vrai que l'image est assez terrible pour le gouvernement, en l'occurrence. Non, il n'y avait pas 100 étudiants. Il y avait des professionnels du désordre. Alors, il n'y avait pas que des étudiants. Il n'y avait pas que des étudiants. Il y a des personnes qui, depuis plusieurs semaines, essayent de mettre un désordre en permanence dans le pays. Et donc, les forces de l'ordre, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de retenue, essayent de faire en sorte que ces désordres-là ne tombent pas dans une violence beaucoup plus grave. Et donc, évidemment, c'est qui les premières victimes? Ce sont des étudiants qui ont révisé toute l'année, ont travaillé, méritent de pouvoir avoir ces examens qui sont extrêmement importants pour leur avenir. Et nous avons quelques centaines de personnes qui viennent éviter que leur examen se fasse. C'est totalement inadmissible. Vous avez raison de me reprendre parce qu'il n'y avait pas que des étudiants, il y avait des cheminots, des associations de chômeurs, des intérimaires, des postiers en grève dans les Hauts-de-Seine. Tout ça est absolument vrai. Mais encore une fois, je vous repose la question. On savait depuis le début de la semaine que ces blocages auraient lieu aujourd'hui, jour d'examen. Pourquoi cela n'a-t-il pas été anticipé? Mais cela a été anticipé, vous voyez bien qu'il y a des forces de l'ordre. Mais quand vous avez des personnes qui veulent absolument faire en sorte que les conditions ne soient pas réunies pour passer un examen, qu'il y a des gaz lacrymogènes qui doivent être lancés sur une foule qui essaye de forcer un barrage de police, qu'est-ce que vous voulez faire?
on ne peut pas faire plus que d'éviter déjà qu'il y ait des violences plus importantes. Donc c'est un peu facile de remettre en cause la sécurité et le ministère de l'Intérieur, alors même qu'on voit qu'il y avait des équipes. Et c'est extraordinaire quand même. Pour un examen, on ne voit jamais ce genre de scène. Donc je pense qu'il faut quand même revenir simplement à ceux qui sont les auteurs de ces faits-là. Et les auteurs de ces faits-là, ce sont des professionnels aujourd'hui. C'est quoi des professionnels du désordre? Ça veut dire quoi ça en fait? C'est-à-dire que c'est une petite minorité de personnes qui essayent absolument de bloquer le pays. Aujourd'hui, on n'est pas en faisant des petits happenings comme cela. Et qui ne représentent pas. Pardonnez-moi, Thomas Porcher. Il y a deux droits, en l'occurrence, qui s'affrontent. Il y a deux droits qui s'affrontent. Il y a le droit de manifester, en l'occurrence, et le droit d'étudier librement, d'aller passer des examens librement. Vous supposez qu'en fait, le droit de manifester est au-dessus de tous les autres? Non, mais il y a un droit de manifester. Le droit de manifester, il se manifeste par des blocages. Jusqu'à empêcher donc la liberté d'étudier ou de passer des examens. Il y a eu des votes qui ont été faits dans les universités. Enfin, moi, je n'étais pas à l'intérieur. Je ne sais pas qu'il n'y a pas une commission des Nations Unies pour voir si le vote avait été bien fait. Mais il y a des votes qui ont été faits qui ont abouti à des blocages dans des universités. D'accord? Là, il y a un centre d'examen. On veut délocaliser des examens, ce qui porte atteinte à une partie des étudiants qui ont fait la grève, justement, qui eux aussi vont être pénalisés. Donc, on délocalise pour les étudiants qui n'ont pas fait grève pour qu'ils puissent passer leur examen. Eh ben, il y a des étudiants qui empêchent les examens. Parce que vous savez très bien, Thomas Porcher, que 90% des étudiants, en l'occurrence, ont envie de passer leurs examens. Il n'y a pas eu de vote qui a été fait. Et quand je dis 80%... Non, mais attendez, il n'y a pas eu de vote qui ont été faits dans toutes les facs. Il y a des votes qui ont été faits dans certaines facs de manière électronique, qui ont eu des résultats, et les examens sont tenus. L'Université d'Angers, il y a des votes qui n'ont pas été faits dans toutes les facs. Le président de la Sorbonne, par exemple, n'a pas fait un vote électronique. Il aurait pu le faire. Quand vous êtes inscrit à la fac de la Sorbonne, vous avez une adresse électronique. On aurait pu faire un vote électronique et voir quel est le score réel si vous voulez faire cette espèce de référendum. Il n'a pas été fait. Pourquoi ? Donc, jusqu'à preuve du contraire, donc, le vote s'est fait en AG, et l'AG était public, et les étudiants pouvaient s'y rendre et voter. Oui, ça, je vous le confirme. Judith Vintraud, c'est quoi le signe? Qu'est-ce que ça dit, en fond, ce qui s'est passé ce matin? Ça dit qu'au fond, le mouvement est peut-être en train de s'essouffler et qu'on assiste logiquement à une forme de radicalisation, pas simplement dans les universités. Ça veut dire tout simplement qu'Emmanuel Macron, il continue à réformer, mais il ne parvient pas à éteindre ces contestations? Alors, il y a toujours un durcissement quand les mouvements, quand les mobilisations faiblissent. Hein. C'est un grand classique. Ça se radicalise quand on est moins nombreux. Il y a eu un vote en AG, on entendait Éric Coquerel le dire ce matin quand il était à Nanterre, ceint de son écharpe d'élu, pour soutenir un mouvement visant à empêcher des étudiants qui souhaitaient passer des examens de passer un examen, ce qui interroge quand même sur sa conception de l'exercice du mandat que lui a confié le peuple français. Donc Éric Coquerel disait il y a plus de 1000 personnes dans une AG qui ont voté le blocage. Il parlait de Nanterre. À Nanterre, il y a 32 000 étudiants inscrits. Alors, il ne faut pas parler de démocratie quand une AG, fût-elle pleine à craquer, vote un mouvement, alors qu'il y a 32 000 personnes concernées. J'entends cet argument, mais je reviens à ma question. Sur la radicalisation, parce qu'il n'y a pas que la SNCF, il n'y a pas que les universités, pardon. Il y a aussi la SNCF, et là aussi ça dure, le mouvement perdure. Alors, même si le taux de grévistes baisse, on voit bien que cette contestation, elle continue, mine de rien. Mais on voit surtout, moi, je trouve que les questions de Laurence Taillet sur l'incapacité des pouvoirs publics à maintenir l'ordre public est tout à fait légitime. Ça veut dire que force est donnée à un mouvement antidémocratique. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce spectre de Malik Oussekine qui traîne et que dès qu'un mouvement implique des jeunes, tous les pouvoirs sont tétanisés et se disent surtout éviter tout dérapage, éviter toute violence, ce qui est très bien, sauf quand ça devient un encouragement. Aucun casseur, à ma connaissance, dans les universités, à Tolbiac par exemple, n'a été ni interpellé, ni a fortiori jugé. Il y a eu des plaintes déposées. Je voudrais que vous répondiez précisément. Au fond, on a l'impression qu'Emmanuel Macron voit bien ce qui se passe. Il regarde la télé comme tout le monde, il est au courant. Et pourtant, il continue comme si au fond tout cela n'avait pas d'importance. Il y a une forme de guerre d'usure. Il veut gagner ces réformes-là à l'usure avec les contestations. Il ne veut pas gagner à l'usure. Il a été élu pour transformer ce pays. Et d'ailleurs, une majorité des Français aujourd'hui le soutiennent dans cette action. Et il ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une petite minorité de gens qui font de l'événementiel en permanence, qui vont même jusqu'à bloquer des examens ou alors à être violents
dans des manifestations. On ne peut pas s'arrêter de transformer le pays. L'enjeu est beaucoup trop grave parce qu'il y aurait simplement quelques personnes qui mettent le bazar. Monsieur Rupin, pardon, mais attendez, Notre-Dame-des-Landes, dans la même situation qui s'enlise, il y a encore plus de zadistes aujourd'hui, alors que l'État a renoncé au projet, malgré le référendum, malgré toutes les décisions de justice. Vous avez reculé et en plus, vous n'avez pas évacué. Aujourd'hui, vous permettez à des zadistes de rester sur place juste en signant un papier. Est-ce que c'est ça, réformer le pays? Moi, je rappelle juste que sous Nicolas Sarkozy, la ZAD, elle existait déjà et que rien n'avait été fait. Donc il y a une décision qui a été prise. Et donc, c'est pour cela... Comme Rupin vous répond. Non, mais aujourd'hui, il y a une décision qui a été prise. Il y a la volonté que ce territoire soit rendu aux propriétaires de ces territoires. Et donc, il y a aujourd'hui la police qui œuvre. Mais c'est compliqué. C'est difficile, évidemment. Et donc c'est facile de critiquer aujourd'hui un manque de pouvoir public sur ces sujets-là, alors même que pourtant on fait notre possible pour arriver à avoir un bon équilibre entre l'ordre républicain qui soit respecté. Ça, c'est extrêmement important, mais qu'il n'y ait pas non plus de surenchère dans la violence. Je voudrais qu'on dise un mot de la SNCF, parce que là encore, le conflit dure, mais il s'est passé quelque chose d'important aujourd'hui. Les syndicats, vous vous souvenez, la semaine dernière, ne voulaient parler qu'avec le Premier ministre. Or, aujourd'hui, 2 d'entre eux sont allés rencontrer la ministre des Transports. Et je voudrais qu'on écoute ce que disait le secrétaire général de l'UNSA à la sortie de ce rendez-vous. Les échanges qu'on a pu avoir ce matin, encore une fois, sont constructifs et je n'ai pas senti des points de fermeture. Donc voilà, maintenant, il faut voir la transcription réelle et pour ça, on va attendre le dépôt d'amendements réels et après, en réalité, mesurer également ce qui va être pris en compte au Sénat à la fin du mois. Alors, 2 choses. Le taux de grévistes baisse, le soutien de l'opinion à la grève baisse lui aussi. Et là, on commence à assister vraisemblablement aux prémices de fissures dans le front syndical. Donc Emmanuel Macron est peut-être en train de s'en sortir, mine de rien. C'est parce que j'ai entendu complètement. Mais au début, Emmanuel Macron, il disait « j'ai un cap, je le garderai, je n'en bougerai pas ». Donc on se demande à quoi servent les concertations. Puisque s'il a un cap et qu'il ne veut pas bouger, ça ne sert à rien de faire des concertations. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. C'est des concertations où les gens peuvent parler, mais ils ne sont pas écoutés. Voilà. Donc là, après... finalement pratiquement un mois de grève, on se rend compte que là, les lignes peuvent un peu bouger, que la ministre des Transports reçoit une partie des syndicats. Et donc, finalement, la grève, elle a quand même servi à quelque chose. Puisque les gens, là, la discussion est plus ouverte qu'au départ. Donc c'est ça. Et c'est le but d'une grève. Quand on est élu, même si on est élu démocratiquement, et c'est le cas d'Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de tout faire et tout réécrire. C'est pour ça qu'il y a un droit de grève qui est inscrit dans la Constitution, justement pour qu'il y ait un contre-pouvoir. Et pour faire bouger les lignes. Emmanuel Macron, il a bougé sur Notre-Dame-des-Landes. Au début, il avait marqué dans son programme qu'il garderait Notre-Dame-des-Landes. Et là, il a bougé. On a réussi à le convaincre, Nicolas Hulot, peut-être d'autres personnes. Ça veut dire qu'il peut bouger, finalement, sur des choses. Laurent Salia, vous, votre famille politique a plutôt soutenu cette réforme de la SNCF. Donc votre ligne, c'est quoi? Il doit tenir bon jusqu'au bout ou il doit quand même écouter les représentants des syndicats pour qu'enfin cette grève se termine? Nous soutenons la réforme très clairement. Simplement, on se pose une question sur la méthode, parce que je pense que personne n'a vraiment compris. D'abord, effectivement, il a dit qu'il allait négocier, mais tout en expliquant qu'il ne changerait rien. Il y a eu beaucoup de violence dans les propos du Premier ministre et de la ministre des Transports, donc ça crispe la situation. Puis on est arrivé avec une loi à l'Assemblée nationale sur laquelle il y a un tas de sujets qui n'étaient pas traités, notamment le sujet des petites lignes et le sujet de la dette. Sous notre pression, sous la pression de la droite, enfin, on a parlé de la dette. Pour se retrouver aujourd'hui, alors que ça a été voté, à revenir à des négociations. Donc effectivement, c'est une méthode, je pense qu'on a pris un peu les choses à l'envers, mais ce que je pense, c'est qu'Emmanuel Macron... Pardonnez-moi, si le Premier ministre était sur ce plateau, il vous répondrait instantanément que votre famille politique, qui a eu le pouvoir pendant de longues années, n'a jamais entamé une telle réforme. Monsieur Neumann, le Premier ministre, était lui-même au pouvoir. Et cette réforme n'avait pas été faite. Élu, et donc je pense qu'il peut s'en remettre à son propre bilan. Alors, il faut quand même pas oublier que bien en amont de la réforme, Édouard Philippe avait dit la dette, évidemment, l'État la reprendra. Il n'avait pas précisé que ce serait progressif comme l'a fait plus tard Emmanuel Macron. On a complètement oublié ça. C'était avant même. C'était avant même que de la réforme du statut des cheminots. Je parle de la première déclaration d'Édouard Philippe. Ensuite, effectivement, c'est Emmanuel Macron d'ailleurs qui a dit que la part de la dette et le rythme à laquelle elle serait reprise dépendait de l'acceptation de la réforme par les cheminots. C'était déjà un deuxième temps. Tout ça était déjà sur la table. On savait sur la dette, on savait en plus que les cheminots qui accepteraient de passer dans le privé auraient ce qu'on appelle le sac à dos social. Donc, en fait, ça, c'était le troisième temps. En fait, le gouvernement a très vite, contrairement à ce que vous dites, mis sur la table les contreparties qu'il consentait aux cheminots,
qui reviennent quasiment à une pérennisation du statut, sauf qu'il n'y a plus le mot statut pour les gens qui resteraient dans la branche, parce qu'en plus il y a des accords de branche qui sont en négociation. Donc effectivement, il y a une erreur dans le timing et un manque de clarté dans la négociation, mais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout a été mis sur la table. Ce que j'entends de tout ce qui se dit, Paco Maupin, c'est qu'il n'y a pas simplement la question du fond de la réforme, mais il y a quand même un problème de méthode. C'est vrai, par exemple, que cette convention collective à la SNCF, elle aurait pu être négociée avant la présentation de la réforme, et on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Enfin, les débats sur la négociation collective ont commencé avant l'élection. Bien avant l'élection, exactement. Et c'est un accord qui doit se faire entre le patronat et les syndicats de la branche ferroviaire. Sauf que les syndicats veulent que l'État... Le gouvernement agit pour que ces négociations s'accélèrent et pour qu'en effet, il y ait une lisibilité, ce qui est normal pour tout le monde, que ce soit pour le patronat ou pour les salariés, sur ce qu'il y aura dans cette convention collective et donc qui définira les nouveaux droits et devoirs des personnes qui travailleront dans la branche ferroviaire. Mais je ne peux pas laisser dire qu'il y a eu un problème de méthode. Le gouvernement a fait des annonces en disant que sur certains principes, il ne bougerait pas. Ouverture à la concurrence, fin de l'embauche au statut à partir de 2020. Mais par contre, évidemment que toutes les négociations, les réunions ont permis à ce que les syndicats se fassent entendre sur un certain nombre de points. Et donc, il y a plein d'enjeux sur lesquels le gouvernement peut encore évoluer avec les syndicats. Alors, Emmanuel Macron, il a des soucis sur le terrain intérieur. On a parlé de la SNCF, des universités, on aurait pu parler aussi d'Air France, mais il y a aussi le front international. Il y a eu cette décision de Donald Trump. Il y a eu ce discours hier d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Et là, sur ce terrain-là, on a l'impression, Laurent Sayet, que c'est plus compliqué. Alors, je ne sais pas trop où votre famille politique se situe sur le terrain européen. Enfin, quand Emmanuel Macron fait ce grand discours pro-européen, est-ce que vous l'entendez ou est-ce que vous considérez au fond qu'il est dans l'utopie d'une certaine manière ? Je n'ai pas bien compris son discours, mais surtout ce que je ne comprends pas, c'est la manière dont il met en garde ou qu'il provoque un peu Angela Merkel, alors qu'on est dans une situation aujourd'hui, avec justement le retrait de Donald Trump de l'accord iranien, où l'Europe doit être soudée, où on doit vraiment être solidaire. Et hier, il nous a fait un discours où il lance des ultimatums à notre premier partenaire, qui est Angela Merkel. Donc là, je me pose la question de la méthode et de toute cette mise en scène, parce que pourquoi, en fait, quelque part, les Français lui reprochent le fait qu'il n'ait pas obtenu de Donald Trump, c'est parce que lui-même est arrivé là-bas avec des grandes déclarations sur Fox News en disant qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Vous voyez, c'est toujours ce décalage entre les grandes annonces et la réalité des faits qui fait qu'il est très décevant. Et moi, je suis inquiète de voir son comportement aujourd'hui et il s'isole en plus. L'ultimatum dont vous parliez à l'instant, j'imagine que c'est cette adresse à Angela Merkel sur le fétichisme des déficits budgétaires. Ça a dû sonner plutôt favorablement à vos oreilles. Oui, moi, je trouve ça bien qu'il bouscule Angela Merkel. Je trouve ça très bien. C'est un jeune président, Angela Merkel est en difficulté. Maintenant, il lui dit ça sur les déficits, c'est une réalité. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait en France ? Il fait de la coupe sur la dépense publique, il veut réduire les déficits à tout prix, il est prêt à faire des coupes vraiment, mais très fortes, parce qu'il y a 60 milliards d'économies, dont 25 milliards sur la sphère sociale. Enfin, il y a des dépenses publiques qui augmentent. Alors, oui, mais c'est le rythme qui augmente moins vite. Et vous savez que... Oui, on a beaucoup fait de celle-là mais sur le chômage. C'est lui-même qui va faire 60 milliards d'économies sur la progression. Donc la réalité, je finirai là-dessus, c'est qu'il applique finalement le programme qu'Angela Merkel veut en France. Voilà, il flexibilise et réduit les déficits à marche forcée. Alors c'est compliqué en France, et pour conclure vraiment, Paco Maupin, on a l'impression que c'est compliqué aussi en Europe, parce que les Anglais sont sortis, parce que la Pologne, la Hongrie, l'extrême droite en Autriche, l'Italie qui ne parvient pas à faire un gouvernement. Il est empêché au niveau européen, Emmanuel Macron ? Justement, si on fait tous ces efforts-là, si on fait toutes ces réformes, c'est pour montrer que la France change et qu'en effet, la France peut être crédible au niveau européen et donc on peut arriver peut-être à convaincre l'Allemagne de bouger et d'aller sur une meilleure intégration dans la zone euro. Mais il est un peu seul, Emmanuel Macron. Mais vous savez, il faut parfois du temps pour arriver à convaincre. Mais s'il reçoit le prix Charlemagne, ce n'est quand même pas un hasard. C'est-à-dire que beaucoup de personnes lui concèdent qu'il a une vision pour l'Europe et que ça fait du bien, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Europe avec autant de volontarisme. Merci à tous les quatre. Restez avec nous. Dans un instant, on va reparler des universités. Je reçois Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. À tout de suite. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre tablette. Dis papa, on conduit comment dans le futur ? Dans mon corps, ma baby, call my reach,
Renault Scénic, la technologie au quotidien. Découvrez Renault Scénic et ses nouvelles motorisations essence à partir de 229 € par mois avec 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Gabriel, Chanel, le nouveau parfum. Je t'aime, mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Goûtez l'excellence, l'or espresso. Maintenant dans une capsule aluminium, compatible avec votre machine espresso à capsule. L'or, sans doute le meilleur café du monde. Il lève la tête, il a vu l'appel de Giroud, la frappe, la goal. J'aurais bien aimé faire du karaté, mais c'est impossible pour les hémophiles. Je vois pas l'intérêt de prévenir mes copains. Je veux pas de traitement de faveur. Quand on est hémophile, on se méfie de tout et tout le temps. Depuis une trentaine d'années, l'hémophilie est prise en charge dès le plus jeune âge, ce qui a permis d'en retarder les effets les plus visibles. Pour autant, la maladie est bien là. Elle se manifeste essentiellement sous forme de saignements externes ou internes que les hémophiles ressentent, en particulier dans leurs articulations. Ces saignements participent à la dégradation des articulations et peuvent provoquer un handicap. Le progrès, mieux surveiller ces saignements articulaires. Rendez-vous aux hémophiles et à ceux qui les soignent sur hémophilesenmouvement.fr. Trouvez le plus beau cadeau pour la plus belle des mamans avec Swarovski. Évitez le stress avec Rosanna. La respiration abdominale, c'est essentiel. Plusieurs fois par jour, inspirez en gonflant le ventre, puis expirez 5 à 7 secondes, 3 fois de suite. Et surtout, hydratez-vous chaque heure avec Rosanna. Rosanna est naturellement gazeuse, elle contient du magnésium. Et le magnésium contribue à réduire la fatigue. Mon magnésium, c'est Rosanna. Retrouvez toute la précision de la cuisson des chefs chez vous. Grâce à la sonde de température programmable de ma plancha Précision, la cuisson de mes viandes est toujours parfaite. Plancha Précision de Riviera et Bar, goûtez à la perfection. Provoquez l'instant. Cédez à la tentation de ce délicieux chocolat. Laissez-vous surprendre. Ressentez l'intensité de son irrésistible cœur gourmand. Lindt Création, un plaisir infini. Par les maîtres chocolatiers Lindt. Cette brosse est vraiment super. Aussi bien sur cheveux secs que mouillés. Les filles de la maison n'arrêtent pas de se l'arracher. Je vais devoir en acheter au moins une autre. Un jour, je me suis pesée et ça a été le choc. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. J'ai perdu 10 kilos avec XLS Médical. Je me sens mieux dans mon corps. Osez XLS Médical et perdez du poids. Dispositif médical. Tu as toujours eu ce regard unique sur le monde qui t'entoure. Peu importe le challenge. Tu as choisi la spontanéité et l'ouverture d'esprit au lieu du conformisme. Tu as su tracer ta propre voie. Celle qui fait de toi qui tu es. Et la route est encore longue et pleine de surprises. Maîtrisez votre trajectoire. Renault, partenaire officiel du Festival de Cannes.
Mincir efficacement devient un plaisir. Nouveau Somatoline Cosmétique 7 nuits gel frais. Se masse facilement et laisse une agréable sensation sur la peau. Pour mincir jusqu'à 1,6 cm en 7 nuits, nouveau 7 nuits gel frais. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Le rappel des titres, Céline Pitlet. Des soupçons d'agression sexuelle sur le tournage de Koh-Lanta. Le tournage de la 19e édition du jeu d'aventure diffusé sur TF1 a été interrompu après les accusations d'une candidate envers un autre candidat. Selon la production, les faits remontent à la nuit du 4e au 5e jour de tournage, des accusations formellement contestées par le concurrent concerné. 7 jeunes enfants infectés par des reblochons vendus chez Leclerc. Ils ont entre 1 an et demi et 3 ans. Les supermarchés ont annoncé le rappel des fromages infectés par la bactérie E. coli. Des reblochons de la marque Nos Régions ont du talent. Un numéro vert pour tout renseignement, 0800 011 100. Des étudiants privés de partiels, au moins une centaine d'opposants à la réforme de l'université ont empêché ce matin des étudiants de Nanterre de passer leurs examens de droit. Les épreuves avaient été délocalisées du côté d'Arcueil. Opération en cours également ce soir. On l'a appris il y a quelques minutes. Opération de déblocage de la faculté de Nanterre par la police. Elle se déroule dans le calme. On va parler à présent du 7e vendredi de manifestation à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Les Palestiniens réclament le droit à retourner sur leur terre. Un Palestinien a trouvé la mort aujourd'hui, tué par des tirs de soldats israéliens. Et puis des images à présent du Festival de Cannes. Moment fort du jour, l'entrée en compétition du nouveau film de Jean-Luc Godard, Le Livre d'images, en lice pour la Palme d'Or. Comme souvent, le réalisateur a brillé par son absence sur le tapis rouge. L'équipe du film a, elle, pris la pause. Bonsoir Frédérique Vidal. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Évidemment, on avait envie de vous entendre. Ce soir, les facultés de Rennes et Nanterre sont bloquées. 5 autres universités sur 73 sont perturbées. Ce matin, la maison des examens à Arcueil, où les examens avaient été délocalisés, a été bloquée et les examens ont été empêchés. Il y a une question que tout le monde se pose ce soir, c'est comment le gouvernement n'a pas été capable de créer les conditions nécessaires pour que ces examens aient lieu à Arcueil ce matin? Alors ce qui s'est passé ce matin à Arcueil, c'est vraiment une mise en scène politicienne et ça a été d'un cynisme absolu. C'était quelques étudiants, mais aussi des cheminots, des postiers et puis quelques élus de la République qui ont estimé que empêcher les étudiants de passer leurs examens, c'était une façon de se donner une tribune. Ça, on l'a vu, Madame la ministre, sur les images. Vraiment, mais en même temps, le blocage de ces examens, il a été annoncé dès le début de la semaine en Assemblée générale à Nanterre. Est-ce que le gouvernement a mis les moyens suffisants pour que ces examens puissent avoir lieu? Absolument. Les moyens étaient présents, mais les moyens étaient prévus pour faire en sorte que les étudiants qui souhaitaient bloquer les examens ne puissent pas empêcher les étudiants de composer. C'est totalement différent lorsque le public de bloqueurs, si je puis dire, c'est plus des étudiants, mais c'est des gens qui vont au contact. Et l'objectif, comme toujours des forces de police, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessés et donc d'avoir suffisamment de retenue. Mais ces examens, ils sont juste reportés. Ils auront lieu, le président Ballaudet l'a indiqué, et c'est pas ce qui s'est passé ce matin qui va empêcher les examens d'avoir lieu. 14 000 examens ont déjà eu lieu dans les semaines qui viennent de s'écouler, à peu près 2 tiers. Alors, un tiers dans les ce qui semaines s'est à passé venir. ce matin. Ceux qui n'ont pas pu passer leurs examens, est-ce que vous nous assurez ce soir qu'ils pourront repasser leurs examens? Bien sûr, le président de l'université l'a d'ailleurs confirmé. Tous les examens se tiendront. Passer un examen, oui, mais attendez, je veux qu'on soit précis. Ils se tiendront dans les mêmes conditions ou est-ce que vous dites qu'ils se tiendront au fond comme des devoirs faits à la maison, sur Internet, etc. Ce qui ne sont pas des examens comme ceux qui étaient prévus ce matin? Alors, le président de l'université est en train de voir avec l'ensemble des responsables pédagogiques comment organiser les choses, par des écrits, par des oraux. L'objectif, c'est que les diplômes de Nanterre restent des diplômes qui auront de la valeur cette année. Et c'est absolument ça que les bloqueurs veulent empêcher. Mais avoir un diplôme, c'est juste pouvoir s'inscrire en master quand on est en L3, pouvoir continuer ses études, pouvoir continuer à toucher sa bourse. Moi, je suis vraiment stupéfaite de voir que des élus de la République
sont suffisamment irresponsables. Ils prétendent défendre le peuple. Ils sont en train d'empêcher des étudiants boursiers, des étudiants qui ont besoin d'avoir leurs examens pour travailler leur job d'été, pour faire leurs études l'année prochaine. Je trouve que c'est d'un cynisme absolu et c'est d'une absurdité incroyable. Alors, vous parlez d'élus de la République. Je suppose que vous parlez d'Éric Coquerel qui était présent sur les lieux à Arcueil ce matin. Écoutez, ça tombe bien parce qu'il était il y a quelques instants l'invité d'Olivier Truchot sur BFM TV. On l'écoute et puis je vous laisse commenter. Depuis le début, ce gouvernement, contrairement à ce que vous dites, fait face à une mobilisation très importante des étudiants. Et au lieu de discuter, au lieu de négocier, il utilise soit le déblocage par les policiers d'université, parfois de manière très violente, je pense que c'est ce qui s'est passé à Nanterre. Deuxièmement, on organise, on externalise pour justement contourner les mobilisations d'étudiants dans les facs, on les externalise. C'est une nouveauté et je pense qu'on essaye à chaque fois de passer en force par rapport à des gens qui protestent. Vous voyez ce qu'il dit, au fond, le gouvernement veut passer en force et le fait même d'organiser des examens délocalisés, c'est la preuve qu'on n'entend pas. Il dit même que c'est une première. Il a tort ou raison ? Il a évidemment complètement tort. D'abord, il faut quand même se rendre compte que c'est bien une minorité qui empêche la majorité des étudiants de passer leurs examens. Et les derniers chiffres qui ont été produits par des sondages de syndicats étudiants montrent que la majorité des étudiants veulent passer leurs examens. Ensuite, j'ai envie de dire à M. Coquerel que s'il avait assisté au débat parlementaire, au moment du vote de la loi, il aurait pu se rendre compte qu'un certain nombre de choses qu'il dit sur différents plateaux sont totalement fausses. Il ne s'agit pas de faire une réforme pour mettre en place de la sélection, parce que sinon, on n'ouvrirait pas plus de 20 000 places dans les universités. Il ne s'agit de faire une réforme que pour éviter que 70% des étudiants en fin de première année redoublent ou soient obligés de se réorienter en ayant perdu le bénéfice de leur année. Donc c'est une réforme qui, contrairement à ce qu'il a l'air de penser, est vraiment là pour aider les étudiants qui en ont le plus besoin à réussir. Je reviens sur la question précédente, pardonnez-moi, parce que je pense que c'est très important pour les étudiants qui nous regardent, pour leurs parents. Est-ce que les diplômes de cette année dans ces universités qui sont bloquées, il y a des examens la semaine prochaine à Arcueil, il y a des examens à Rennes, où la fac est aussi perturbée. Est-ce que les diplômes dans ces facultés-là auront la même valeur que les autres diplômes avec des examens classiques, normaux? Absolument. D'abord, les étudiants le savent très bien, l'examen terminal n'est qu'une partie de la note. Il y a tout le contrôle continu qui s'effectue pendant toute l'année et qui permet de vérifier l'acquisition des connaissances au fur et à mesure. Tout ça a eu lieu puisque vous aurez remarqué que la loi a été votée et promulguée début mars et que les difficultés ont commencé il y a une quinzaine de jours concernant notamment les examens. Ensuite, il faut bien remettre peut-être les choses dans l'ordre de grandeur. On a actuellement 2 universités qui sont bloquées, on a 5 sites sur lesquels 1 ou 2 bâtiments sont occupés. Mais une fois de plus, l'immense majorité des étudiants a passé ces examens, y compris dans les universités que vous mentionnez. Oui, mais dans les endroits où ces examens n'ont pas pu avoir lieu, le fait de les remplacer par exemple, des devoirs faits à la maison, en ligne, etc., c'est une façon de donner raison à ceux qui ont bloqué, à ceux qui ont empêché ces examens. L'objectif, c'est vraiment que les années universitaires et les diplômes aient la même valeur. Donc, mais finalement, les bloqueurs de ce matin ont obtenu exactement ce qu'ils étaient venus chercher. Non, parce que d'abord, il s'agit d'une épreuve et que, comme l'a indiqué le président de l'université, elle est reportée et elle aura lieu à un autre moment, peut-être plus tard. Et c'est là que je dis que c'est quand même incroyable de finalement bloquer une très grande majorité d'étudiants, y compris dans leurs projets de job d'été pour financer leurs études, dans leurs projets de stage professionnalisants, dans leurs projets d'inscription en master, parce que au final, les examens auront bien lieu et les diplômes garderont leur valeur. Ce sont des diplômes d'État. Et ce qu'essayent d'empêcher ces personnes, c'est justement que ces diplômes d'État gardent leur valeur. Casser l'image de la France à l'international en renvoyant chez eux des étudiants internationaux sans leurs notes, c'est là aussi quelque chose qui est complètement indigne et irresponsable. Alors, sauf que cette contestation contre la loi OR, orientation et réussite des étudiants, ça fait plusieurs semaines qu'elle dure. Il y a eu des évacuations de facultés, il y a eu des dégâts. Vous confirmez que l'évaluation de tous les dégâts qui ont été perpétrés dans ces facultés est évaluée à peu près à 1 million d'euros, c'est bien ça? On a dépassé le million d'euros, absolument. Vous avez une estimation plus précise ce soir? On est encore en train d'estimer les choses. Il y a encore des facultés dans lesquelles les estimations n'ont pas été faites. Mais en tout cas, on a dépassé largement le million d'euros ce soir. La question est simple, qui va payer? Alors,
Les présidents d'université ont déposé des plaintes. Hein, et alors pardonnez-moi, j'ai vu qu'il y avait des plaintes déposées, mais ces plaintes, elles sont contre X ou contre des personnes nommément désignées? Alors, ça dépend en fait de la façon dont se sont déroulées les interpellations, ça dépend de ce que la justice va voir, y compris parfois sur des bandes de vidéosurveillance. Et donc, évidemment, tout va être fait pour que les coupables soient retrouvés et que ce soit eux qui portent le poids de ces dégradations. En attendant, moi, je me suis engagée auprès des universités à ce que les choses soient remises en ordre pour la rentrée de septembre. Donc pendant l'été, pour qu'en septembre, il n'y paraisse plus rien. Absolument. On a quand même l'impression, et ce sera ma dernière question, on a quand même l'impression que sur les universités, sur la SNCF, le conflit à Air France, que les réformes se font, mais que les contestations, elles, ne s'éteignent jamais. Pourquoi, à votre avis? C'est un problème de méthode, c'est un problème de pédagogie, d'explication? Vous n'avez pas suffisamment expliqué dans votre domaine ou les autres ministres dans d'autres domaines? Non, je crois que c'est une forme de voie antidémocratique qui est en train de s'exprimer. Le droit de grève, lui, il est parfaitement constitutionnel. Mais le droit de grève ne fait pas qu'on a le droit d'empêcher les autres de travailler. Donc vous voyez déjà que quand on parle des étudiants, on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Ils sont en grève, c'est un fait. Ils empêchent les autres de passer leurs examens. On est en train de parler d'autre chose. La loi, elle a été concertée tout l'été. Elle a été votée majoritairement par l'ensemble des représentants syndicaux. Évidemment, pas tous, mais en tout cas majoritairement. Ensuite, elle a été débattue au Parlement et elle a été votée. Donc, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est une petite minorité de personnes qui sont des universitaires, des étudiants ou pas d'ailleurs, qui essayent au travers des universités de se donner une forme de tribune, et notamment par des mises en scène comme celle qu'on a vue ce matin. Merci Frédérique Vidal d'être venu répondre à nos questions. Vous savez quoi, les universités et cette réforme, eh bien on va continuer à en parler parce que je vais recevoir dans un instant 2 syndicats qui sont d'ailleurs sur des lignes totalement opposées, tant sur la réforme que sur les blocages, vous allez voir ça. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute les témoignages de ces étudiantes qui étaient ce matin à Arcueil et puis qui n'ont pas pu passer leurs examens. Écoutez. Passer les examens dans ces conditions-là, ça me dérangeait beaucoup, mais les passer, j'aurais préféré les passer quand même. Le plus important, c'est de passer nos partiels dans de bonnes conditions, et les bonnes conditions, c'est ni à Nanterre actuellement, ni à Arcueil. Quasiment toutes les licences ont un droit à des DM chez eux, sauf nous en droit. Du coup, c'est ce qu'on veut en fait, passer nos examens en sécurité. Les conditions dans lesquelles ils voulaient nous faire passer les examens, je pense que c'est beaucoup mieux que ça soit annulé. Je suis venue quand même, mais je me sentais pas de les passer. Je trouve que c'est des conditions inacceptables pour passer ces partiels. Avoir les forces de police qui nous enquêtent pour passer les partiels, c'est pas du tout des conditions optimales pour réussir. Alors, vous avez entendu tous les deux ces témoignages. Jimmy Losfeld, vous êtes le président de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Abdoulaye Diarra, vous êtes le vice-président de l'UNEF. J'ai voulu que vous soyez là tous les deux parce que je sais que vous êtes opposés autant sur le contenu de la réforme d'ailleurs que sur les blocages d'université ou d'examens. Je me tourne vers vous, Abdoulaye Diarra. Je voudrais essayer de comprendre. Vous les avez entendues, ces étudiantes ? Aujourd'hui, ce qu'on voit. Comment vous pouvez justifier ce matin, non pas de manifester, mais d'empêcher des étudiants de passer leurs examens? Aujourd'hui, je pense que la responsabilité, elle n'est pas tant sur les étudiants que sur le gouvernement. Vous l'avez vous-même dit tout à l'heure à la ministre, ça fait un petit moment que la mobilisation, elle gronde et que les jeunes, ils s'opposent majoritairement à la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université. Ça fait des mois qu'on fait des propositions à ce ministère pour leur expliquer justement qu'il y a des solutions, des voies alternatives. Effectivement, quand le ministère fait le choix de n'écouter personne, ni les étudiants, ni les élus dans les conseils qui, par ailleurs, ont eu différents rendez-vous avec le président de l'université, effectivement, ça se traduit par des rassemblements, des blocages et ainsi de suite. Mais c'est avant tout aujourd'hui parce que depuis plusieurs mois, le gouvernement ne nous écoute pas. Ça, c'est le fond de vos arguments sur le contenu de la réforme et on va en parler dans un instant. Mais d'abord, ce matin, ce à quoi on a assisté, c'est qu'au fond, le droit de manifester ou le droit de grève, à vos yeux, il est supérieur à la liberté de passer des examens, à la liberté d'étudier, c'est ça l'idée? Non, le but, c'est que de toute façon... Parce que ce matin, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le blocage, ils ne pouvaient pas passer leurs examens. L'objectif, c'est pas d'empêcher des jeunes dans l'absolu de pouvoir passer des examens. La question qui se pose aujourd'hui, et notamment sur Nanterre, c'est effectivement le fait que des jeunes n'aient pas les mêmes droits, les mêmes conditions d'examen que d'autres. Effectivement, c'est des modalités qui sont différentes, votées par des UFR, et notamment, là, en l'occurrence, un UFR qui a décidé de passer un examen en présentiel sans
l'accord des étudiants et surtout une majorité des étudiants qui à la fois se sont prononcés contre et surtout essayaient d'expliquer qu'il y avait d'autres solutions. Donc là, effectivement, on n'hésite devant aucun moyen pour pouvoir se faire entendre parce qu'on en a un peu marre que le gouvernement et en l'occurrence la présidence décide de passer au-delà. Vous n'hésitez devant aucun moyen pour vous faire entendre. Jimmy Losfeld, on a vu le droit de grève ou le droit de manifester au-dessus de la liberté d'étudier, de passer ses examens. Ça vous paraît tolérable ? Ah non, ça me paraît même plutôt intolérable. Et encore une fois, moi, et en tant que syndicaliste étudiant, moi, je défends le droit de grève, le droit de contester. Moi, il y a des réformes du gouvernement, je pense au service national universel, sur lesquels on n'est pas d'accord et on aura peut-être l'occasion de se mobiliser ensemble par ailleurs. Mais par contre, le droit de grève et le droit de contester, c'est pas faire n'importe quoi et c'est pas effectivement piétiner le droit d'étudier et le droit de passer d'examen des autres étudiants. Et vous avez entendu ce que vous dit l'UNEF, tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Je pense que c'est un problème parce que je pense que c'est faux. Tous les moyens sont pas bons, enfin il y a des limites, je pense. Et ce matin, une limite a été franchie. 80 individus, dont un député, des cheminots, je crois, de Sudrail et des bloqueurs, se sont interposés pour empêcher des centaines d'étudiants de passer leurs examens. Enfin, c'est indécent. Et moi, je vais vous dire, c'est un symbole et c'est même le témoignage que ce mouvement est en réalité, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, tellement minoritaire, qu'on en est réduit à s'attaquer aux examens des étudiants. Parce que si le mouvement était majoritaire, les étudiants qui seraient opposés à la réforme et dans la contestation, ils seraient dans la rue, devant le ministère, ils seraient bien plus nombreux que les 80 qu'on a vus ce matin devant Alors, quand vous dites qu'ils sont minoritaires, et je vais vous faire répondre, j'imagine que vous faites allusion à la consultation en ligne que votre syndicat a lancée. Je vais donner juste les deux chiffres et vous me répondrez. 72,3% des étudiants sont prononcés contre les blocages des universités et 68,6% contre le blocage des cours. C'est ultra minoritaire, votre mouvement. Encore une fois, on a vu différents sondages par ailleurs qui se sont montrés un peu contradictoires sur la question de la mobilisation. Dans les universités, notamment ce sondage qui regroupe, si je ne me trompe pas, moins de 0,5% de la population étudiante sans prise en compte. Justement, ce qui fait 0,5% de la population étudiante, donc un chiffre extrêmement bas, et surtout qui ne prend pas en compte la question, effectivement, par exemple, de la représentativité des jeunes en fonction des villes, avec par exemple Paris et Strasbourg qui sont à peu près considérés de la même. Mais je pourrais vous rétorquer qu'un millier d'étudiants bloquent la faculté de Nanterre, où il y a 32 ou 33 000 étudiants. Dis, justement, 1 millier d'étudiants sur une université sur Nanterre, c'est oublier ne serait-ce que les 2000 étudiants, par exemple, qui étaient réunis en assemblée générale sur Paris 3 la semaine dernière. C'est oublier les autres milliers d'étudiants qui se sont prononcés. Et là, en l'occurrence, je pense que justement, le cas de ce matin, c'est pas une opposition avec le droit de pouvoir étudier, justement, c'est la déclinaison. C'est que ça fait un moment qu'on se bat pour pouvoir avoir le droit d'étudier, de passer des examens, mais le passer des examens, ça veut pas dire dans n'importe quelle condition. Ça veut pas dire avec moins de chance qu'un autre, tout simplement parce qu'un UFR a décidé de passer au-dessus de nos droits, tout simplement, nous devrions avoir des partiels dans de moins bonnes conditions que des autres. Là, aujourd'hui, effectivement, les étudiants se font entendre, et par ailleurs, je prends juste un petit exemple, c'est par exemple à Paris 1, où c'est l'ensemble d'un amphi qui a décidé de rendre copie blanche, et ces phénomènes, ils se multiplient un peu partout en France. On voit que les examens sont perturbés, ce qui est un peu historique et ce qui ne s'est jamais fait, parce que justement, les étudiants sont particulièrement en colère. Je vais vous laisser répondre dans un instant. Je voudrais, si vous êtes d'accord, qu'on écoute ce que disait le président de la faculté de Nanterre, parce que justement, il vous répondait d'une certaine manière. On bloque pour bloquer finalement, comme on le constate ce matin. J'ai l'impression que le blocage devient une fin en soi. Il y a eu blocage des bâtiments pour empêcher les derniers enseignements, les partiels de contrôle continu. Il y a eu reconduite des blocages pour empêcher les examens. Certaines UFR veulent délocaliser les examens, donc on est à Arcueil pour cela. Les bloqueurs viennent bloquer les examens. Bon, on va trouver une autre solution qui permettra à ces examens d'avoir lieu sous une forme dématérialisée pour la plupart. Et après. Est-ce que c'était une bonne idée de la part du président de l'université de Paris-Nanterre de délocaliser ces examens ? C'était en tout cas une idée légitime. Enfin, il y a des étudiants qui sont pas forcément favorables avec le blocage, qui ont envie de passer leurs examens. On sait qu'effectivement, les examens en ligne ne sont pas forcément toujours une bonne solution. Ça peut être intéressant comme modalité, mais ça ne permet pas pédagogiquement, en tout cas, d'évaluer correctement tous les étudiants. Donc c'était légitime, et c'est dommage qu'on en soit arrivé à cette extrémité. Et je voulais juste revenir sur le sujet avant. On parlait de la légitimité et de l'expression démocratique étudiante.
Nous, notre plateforme, effectivement, elle a recueilli 15 000 participants. Alors, au regard des 2,6 millions d'étudiants, c'est pas énorme. En tout cas, elle vaut ce qu'elle vaut, notre plateforme. Mais je trouve ça quand même bizarre qu'on pose la question de la légitimité de cette enquête, alors que quand il y a 80 étudiants qui votent un blocage dans une université de province ou autre, par ailleurs, là, il n'y a pas de question de légitimité, c'est massif comme mouvement. Par ailleurs, l'université de Strasbourg, de Metz, de Nancy, Sorbonne Université, Sciences Po ont organisé des sondages en ligne et globalement, entre 65% et 75% des étudiants qui sont exprimés, souvent très majoritairement d'ailleurs. Oui, mais du coup, on a envie de vous répondre. Pourquoi les dernières universités qui sont bloquées ou perturbées n'organisent-elles pas ce genre de sondage en ligne? Ça mettrait fin à la polémique que vous avez tous les deux ce soir sur ces questions. Ce serait intéressant, effectivement. Vous seriez d'accord? Mais tout simplement, je vous explique pourquoi aujourd'hui ces sondages sont par ailleurs très contestés, même dans les lieux où ils ont eu lieu. Tout simplement parce que beaucoup d'étudiants refusent de répondre à la fois à ces questions qui sont souvent très biaisées et surtout dans un contexte démocratique où effectivement on s'est aperçu dans plusieurs universités que des jeunes avaient la possibilité de voter plusieurs fois à ces élections et surtout au-delà de ça, il suffit de regarder les assemblées générales et aujourd'hui on se retrouve parfois avec des milliers d'étudiants qui sont réunis. Nous on pense effectivement c'est un espace démocratique où qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on a la possibilité de s'exprimer. Donc effectivement dans certaines assemblées générales il n'y a pas eu de blocage d'examen, dans d'autres quand c'est majoritaire effectivement les jeunes s'expriment. Je voudrais avoir votre avis à tous les deux, parce que si on a bien compris, ces examens, ils n'auront pas lieu comme ils étaient censés avoir lieu ce matin, mais ils auront lieu sous une autre forme, sans doute dématérialisée, sur Internet, des devoirs faits à la maison. Est-ce que ce type d'examen aura la même valeur? Est-ce que le diplôme qui sera attribué aura la même valeur, Jimmy Losfeld? En tout cas, il le faut. Il le faut, parce que ce qui est clair, c'est que les victimes de l'opération de ce matin, ce sont les étudiants, et en particulier ceux qui ne peuvent pas se permettre d'attendre plusieurs mois, voire un semestre en plus, pour repasser leurs examens. Parce qu'il y a énormément d'étudiants qui, l'été, profitent pour avoir un job, gagner de l'argent, pouvoir payer et financer une année d'études supplémentaires. Et donc c'est eux qui sont victimes de ce qui se passe. Donc ils ont besoin de pouvoir valider. Et effectivement, à défaut d'être en capacité d'organiser un examen en présentiel, l'examen en ligne est un outil intéressant, mais c'est pas optimal. Et il faudra tenir compte des conditions particulières. Néanmoins, je tiens à rappeler qu'à l'Université de Montpellier, qui est également bloqué il y a quelques temps. Il y a aussi la solution de l'examen en ligne qui a été proposée. Quelques jours après avoir été proposée, une trentaine de bloqueurs issus du blocage de l'université ont débarqué cagoulés avec des bacs de baseball dans les locaux informatiques et ont détruit les serveurs informatiques pour empêcher l'organisation d'examens. Donc on a face à nous quand même un mouvement contestataire minoritaire, radical, souvent violent, et qui sont jusqu'au boutiste. Parce qu'ils s'attaquent aujourd'hui, non pas à la réforme au RE ou à d'autres choses, mais à l'examen des étudiants. C'est vrai que c'est une impression qu'on peut avoir de l'extérieur sur d'autres conflits sociaux. Plus le conflit social semble s'essouffler, je dis bien semble s'essouffler, plus il donne l'impression de se radicaliser. C'est pas votre avis? Justement, là, c'est surtout qu'on a un ministère qui fait semblant, finalement, qu'il n'y a rien à voir. C'est un peu ce que disait la ministre précédemment. Finalement, ce ne seraient pas des jeunes qui seraient mobilisés. Finalement... ce matin, je vous réponds, ce matin, il y avait des étudiants, bien sûr, mais il y avait des cheminots, des postiers, des intérimaires, des chômeurs. On se demande bien ce qu'ils faisaient à bloquer des examens. Mais justement, c'est là où je vous réponds. Effectivement, il y a des jeunes, il y a des personnes qui viennent soutenir la mobilisation des jeunes, mais par contre, c'est une colère de fond qui s'est posée dans la société sur la question de la mise en place de la sélection. Il suffit de voir les assemblées générales. Aujourd'hui, dans aucune assemblée générale, on ne parle pas du fond de la loi au RE. C'est la mise en place de la sélection. Et effectivement, pour le cas, en l'occurrence de Nanterre, on avait proposé des solutions en discutant avec l'ensemble des étudiants, en discutant avec le corps enseignant. C'est juste que l'université a décidé de refuser ces solutions-là. Juste une question à tous les deux, vraiment pour conclure. Il y a quelque chose qui peut être frappant, c'est qu'au fond, cette loi, cette réforme sur l'orientation et la réussite des étudiants, elle concerne les lycéens. Or, ce sont les étudiants qui manifestent. Pourquoi ce ne sont pas les lycéens ? Je ne suis pas représentant de lycéens, non, mais on peut se poser la question. C'est une question qui est tout à fait légitime. Mais par ailleurs, je me permets juste d'aller sur un autre sujet qui me semble extrêmement important aussi. Pour conclure, vraiment. Il y a un sujet sur lequel on est d'accord, l'UNEF et la FAGE. C'est la question des moyens. C'est que dans tous les cas, il n'y a pas assez d'argent dans l'université. On a fait une proposition avec le SGEN CFDT par ailleurs, à l'UNEF, au SNESUP FSU, d'aller ensemble se mobiliser, de saisir le ministère des Pouvoirs publics pour avoir de l'investissement. Eh bien, on a eu une fin de non-recevoir de ces organisations-là. Donc je tiens quand même, et je voulais profiter de ce débat pour le dire. Vraiment d'un mot pour conclure. Très rapidement, c'est juste qu'effectivement, on est pour plus d'investissement dans l'enseignement supérieur, mais dans tous les cas, le problème de fond, et qui par ailleurs est révélé aujourd'hui dans l'ensemble des journaux, c'est la mise en place de la sélection et le fait que dans certains cas, des jeunes vont être discriminés tout simplement en raison de leur origine sociale. Merci à tous les deux. Bon week-end. Je vous retrouve lundi. L'information continue sur BFM TV.